Sommet et Collet, le balado du 1er octobre 2022. Tu rêves d'explorer le monde et ses territoires les plus reculés, mais pourquoi pas notre belle province? Tu l'as arpentée déjà? Tu la connais? Elle a tellement à offrir et mon invité l'a parcouru pas mal, non pas sans obstacle à franchir. J'en discute avec l'aventurier Samuel Lalande-Marcon. Sommet et Collet est une présentation de la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. En collaboration avec Telloc, le plus grand bailleur de téléphones satellites en Amérique du Nord. Salut les tripeux de rando, content de te retrouver pour ce premier balado de notre nouvelle saison, deuxième, qui s'amorce avec une formule légèrement différente qui va laisser place à des amoureux de la rando toujours, mais aussi à des aventuriers et des athlètes qui ont beaucoup à nous offrir en termes d'enseignement et d'apprentissage. Et en parlant d'apprentissage, je salue mon ami Sylvain Bouchard, sommelier en bière, spécialiste du houblon, qui est à ma droite. Salut Sylvain. Bonjour. Hey, sais-tu quoi? J'ai eu vraiment peur quand t'as dit cette année, formule différente avec des athlètes, parce que je me suis dit, je prends ma place partout. Non, j'ai pas pensé à toi quand j'ai mentionné ça. Par contre, t'as parlé d'éducation et de... Ben, là, on va s'en rejoindre. T'es là, hein? Alors, c'est ça, tu vas nous partager un peu tes connaissances chaque mois dans le balado. Ça risque d'être fort intéressant. Et évidemment, ça nous permet de continuer de déguster des bières d'ici en même temps, on va se le dire, hein? Mm-hmm. N'oublie pas de jeter un œil à ma boutique randonneur.ca. Toujours quelques nouveautés qui s'ajoutent et il y a pas mal de stocks en solde actuellement, 20 à 40%. Alors profitez-en quand ça passe. Je veux tout de suite remercier nos nouveaux commanditaires. Pour la saison 2, Unibrou, présentatrice officielle du balado, qui est tellement une microbrasserie extraordinaire, qui passe l'épreuve du temps, qui sait se renouveler. Je suis bien fier de l'avoir avec nous autres. Et Telloc Satellite, partenaire de longue date aussi, avec Alexis le randonneur, et qui se joint au balado cette année. Merci d'être là. Et sache, chers auditeurs, que si on peut te jaser, ben c'est grâce à eux. Je t'invite encore une fois à m'écrire si tu as des suggestions ou questions à alr@alexilerandonneur.com et je t'invite à t'abonner à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. C'est facile, @Alexis le randonneur. D'ailleurs, cette saison, avec plus d'aventuriers, ben c'est toi qui l'as demandé. Alors, on t'écoute, tu vois, ça va être une saison fantastique, j'en suis certain. Pour le balado, le présent, mon invité va nous jaser de ses expéditions et de bien d'autres trucs fous qu'il a vécu lors de ses projets. C'est Samuel Lalande-Marcon, qui est un aventurier, sportif, musicien et gestionnaire culturel québécois. Originaire de Montréal, il a développé un intérêt particulier pour les longues expéditions, les récits d'exploration et la création artistique. Et ça m'a éveillé tout de suite parce que c'est quand même assez rare qu'on jumelle le volet artistique avec le volet plein air. Et je trouve ça bien intéressant. Salut Samuel. Bonjour. Bienvenue sur le balado Sommet et Collet. Très heureux d'être ici. Je vais commencer tout de suite avec une question qui me venait en tête et qui me fascine toujours parce que j'aime entendre cette réponse-là quand on voit des gens qui ont évolué dans la vie puis qui ont réalisé de belles et grandes choses. T'aspirais à devenir qui, toi, jeune Samuel Lalande-Marcon? J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs phases dans ma vie. Très, très jeune, je pense que c'était plus abstrait. J'ai eu de la difficulté à me coller sur une vision, disons, plus traditionnelle. Par exemple, j'ai pas choisi une profession libérale quand j'avais 12 ans. Je pense que très jeune enfant, j'aurais aimé ça être coureur des bois, sachant même pas vraiment c'était quoi. J'aimais l'idée de courir les bois, puis c'est resté comme ça dans un tiroir de mon esprit. Et puis ensuite, en fait, quand j'ai été vers la fin de l'adolescence, j'ai eu envie de poursuivre une carrière en musique, qui a été vraiment ma première passion, qui m'a habité pendant de nombreuses années et qui a évolué un peu de manière inattendue ou surprenante vers le sport, vers l'aventure, vers finalement une multiplicité de choses en même temps. Je pense que jeune, j'avais de la difficulté à me brancher peut-être sur quelque chose, ce qui fait en sorte que je me suis permis d'aller vers des avenues qui étaient peut-être moins conventionnelles comme la musique. Et puis finalement, je suis très en paix avec cette espèce de retour-là
à la liberté d'essayer plein de choses. Donc, finalement, aujourd'hui, je me vois presque comme un entrepreneur, disons, de moi-même, là, dans le sens où j'investis des projets multiples qui sont pas dans une vision entrepreneuriale, disons, de profit, mais plutôt de réalisation de projets. Donc, c'est un peu comme ça que je vois maintenant comment ma carrière évolue. Et t'étais jeune, je sais que tu as fait les scouts comme moi. Est-ce que On est trois, bon ben voilà, toujours prêt. Comment ça t'a formé? Qu'est-ce qui en est resté pour toi? Ben, les scouts d'abord, c'était assez drôle parce que j'étais pas prédestiné pour faire ça. Moi, j'ai une famille de 4 enfants. Mes 2 sœurs avaient fait les Jeannettes, avaient fait les guides. J'étais bien impressionné par les uniformes, puis j'entendais tout le temps les histoires un peu par écho, puis ça m'impressionnait énormément. Mon frère est rentré au scout avant moi. Donc, t'es le plus jeune de la famille. Je suis le 3e. Donc, oui. c'est un peu comme une injustice que mon frère il soit allé. En fait, ce que mes parents ont dit, c'est que j'étais trop occupé. J'étais déjà dans la musique. J'allais dans les écoles qui étaient loin de chez moi. J'avais 1 heure de transport le matin, 1 heure de transport le soir pour revenir. Je traversais toute la ville de Montréal. Donc, les scouts, c'était un peu trop, en fait. Et même, il est arrivé ce moment dans ma vie où je rentrais au secondaire, puis j'avais demandé à mes parents d'y aller. Puis, en fait, j'ai suivi un refus, là. C'était pas possible. Il y en avait trop. Donc, il a fallu que je rédige une lettre à mes parents pour leur demander, vraiment insister d'y aller. Puis ça a été super important. Et puis... Et là, c'est eux qui t'avaient demandé d'écrire une dissertation là-dessus. Absolument. Ah oui, okay. Absolument. Est-ce que tes parents sont des professeurs? Ben, au-delà de ça, je trouve que c'est tellement formateur. Non, absolument. Pourquoi tu t'engages à quoi? Puis il y a une démarche, puis wow. Ben vraiment, mais c'est parce que c'était un peu l'idée de vouloir tout faire. Puis pour répondre à la question de qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais jeune, dans le fond, je voulais un peu tout faire finalement. À un moment donné, j'ai essayé de me brancher sur une seule chose, puis finalement, ça revient, puis ça explose dans toutes les directions. Donc déjà, à ce moment-là, j'étais un peu confronté à ça. Puis pour moi, il y avait simultanément cette envie-là, oui, de faire de la musique, mais aussi de faire du sport, puis aller dans le scoutisme. Résultante, as-tu été obligé de choisir ou ils ont dit correct, tu vas faire les 3? Ben, croyez-le ou non, mais en 6e année, un des premiers sports de compétition que j'ai fait, en fait, j'ai fait un peu de natation comme plusieurs personnes, là, donc pas un très très haut niveau, mais disons primaire, c'était nage plus compétitive. Puis en 6e année, j'ai fait de la lutte olympique. Ah! Ouais, de la lutte olympique. Il y avait une petite tradition de lutte dans ma famille. J'ai fait ça un an. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Ben, c'est surtout que je suis surpris qu'il y ait un programme de lutte olympique au primaire. Ouais, seulement exact. au secondaire. Ben, c'était encore une affaire super nichée que mes parents ont été obligés d'aller m'envoyer au centre Claude Robillard. Encore une fois, un autre extrémité de la ville. Là, je triangulais la ville pour faire la musique, l'école, la lutte et tout. Donc ça a disparu. Et puis le scoutisme, pour moi, ben c'était le premier contact vraiment avec le plein air puis l'aventure. Parce que quand j'étais jeune, à chaque fois que j'entendais parler de récits d'aventure, évidemment, ce qui filtre vers l'enfance, donc évidemment, c'est pas tout, là, c'est pas nécessairement dans les actualités du plein air qu'il y avait à l'époque, mais c'est sûr que de loin, j'entendais parler. Moi, en 96, j'avais 11 ans. Quand il y a eu le film IMAX sur l'Everest avec la fameuse tragédie, ben j'étais enfant, donc moi, j'ai vu ça. Puis il y avait une partie de moi qui était convaincue que je ferais ça dans ma vie, en fait. Ah ouais. Mais rien convergeait vers ça. Fait que le scoutisme, ça a comme été un peu presque la dernière chance, en fait, d'avoir un pied dans le plein air qui passait pas par mes parents, qui avait une approche peut-être plus traditionnelle du plein air. Donc, chalet, on coupe du bois, on fait plein de choses que j'ai mal appris, en fait. Puis aujourd'hui, je suis pas un très bon gars de plein air, de choses traditionnelles. Donc, pêche, chasse, je suis moins outillé. Ouais. Mais plein air plus moderne, en fait, là, c'est vraiment par le scoutisme là, que j'ai développé ça. Et ça a été... Ben, éventuellement, tu as eu une première grande aventure. Là, on parle de 2011, donc il s'est passé quand même un sacré bout de temps entre les scouts et cette aventure-là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé à ce moment-là? Plus de moyens, facilité d'organisation? La facilité d'avoir des badges par toi-même? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Finalement, en 2011, là, moi, c'est la fin. J'ai terminé mes études qui ont été très intenses en musique, que j'ai abordé un peu comme presque une discipline sportive, en fait. Beaucoup de parallèles à faire entre la pratique d'un instrument classique. Ouais. Excuse-moi, mais c'est d'autant plus intéressant que tu as dit que tu avais fait de la lutte. Ouais. Et je remonte à l'origine des Olympiques. C'était un rassemblement aux 4 ans de sport et de culture. Ouais. On a gardé le côté sportif des Olympiques, mais tout l'aspect musical, culturel, théâtral était hyper important. Fait que je trouve ça fun que tu avais une dualité déjà en toi, mais qui va de soi. Là. Vraiment. Ben, ces dualités-là, ils ont été présentes à plein de moments dans ma vie. En fait, encore aujourd'hui, je résous un peu ces dualités-là. Et finalement, ben
tout de suite après mes études, justement, en musique, c'est le vide qui a été laissé par la fin, en fait, de cette pratique-là. On parle de 5 heures peut-être de musique par jour, de pratique de l'instrument. Donc, ce vide-là, tout de suite, je l'ai comblé par le sport. Initialement, c'était vraiment plus dans une perspective peut-être de sport de performance, donc course, peut-être vélo, plus de performance. Et c'est là que le vélo est arrivé, mais pour l'aventure. Donc, la traversée du Canada en 2011, j'avais jamais fait plus que 2 jours consécutifs de cyclotourisme avant de partir. Comme plusieurs personnes, d'ailleurs, en fait, souvent, on se lance ça comme une espèce de défi qui est tellement gros. Souvent, pour faire le saut dans l'aventure, ça nous prend quelque chose de significatif. Puis, la traversée du Canada, c'est un peu sur mesure pour ça, en fait, parce qu'il y a une simplicité dans le parcours. On suit essentiellement la transcanadienne. On est chez nous, on a nos dollars canadiens. On peut arrêter au Tim Hortons aux 100 km. Donc, si on a envie... tu peux aller dans n'importe quel hôpital. Voilà, exactement. Fait qu'il y a plusieurs avantages. Donc, ça a été ça. Et puis, je pense que la piqûre vient vraiment de là parce que par la suite, presque d'année en année, j'ai toujours fait des projets qui étaient pas nécessairement plus gros ou, disons, différents et qui m'ont mené, disons, à partir de 2018 à faire des projets qui étaient peut-être plus ambitieux ou avec une destination particulière aussi par rapport au territoire québécois. On va en parler de tous ces projets-là aussi, je trouve assez spectaculaires d'une certaine façon. Mais là, je commence à avoir le gosier un peu sec, moi, Sylvain. là, tu tombes dans ma discipline sportive. Qu'est-ce que tu aurais à nous servir ce soir? J'ai tellement de belles affaires. Je vous proposerais des bières classiques du niveau. Oui. Blanche, maudite, fin du monde. On a des petites dernières. Une qui est sortie il y a 2 ans qui s'appelle Ce n'est pas la fin du monde. Écoute, j'allais te suggérer, en tout cas te demander si tu l'avais, parce que moi, c'est celle que je vais prendre. OK, oui, j'ai ça. Dans le fait, c'est pas la fin du monde, c'est une fin du monde, mais houblonnée comme une IPA. Donc, tu as tout le côté trippant d'une triple belge, les épices, l'alcool, le pétillant, la texture en bouche. Mais avec agrumes aussi. Hein. Mais c'est ça. C'est un petit peu de l'agrume, l'amertume d'une IPA. Donc, moi, je trouve que c'est comme le meilleur des 2 mondes. Je te sers ça? Absolument. Parfait. Puis si je te demande, toi... Moi, j'aime beaucoup les bières foncées. Alors, la maudite, elle serait vraiment dans mes cordes. Maudite? Parfait. J'ai ça aussi. Puis moi, je vais y aller avec une classique blanche de Chambly. Parfait. Écoute, on te laisse nous servir. Merci. Fait que là, si ça fait cric-crac, là, c'est pas la chaîne de Bessic qui débarque, c'est la canette que j'éclate. Ça marche. Va nous craquer ça, mon cher. Et puis, donc, on parlait de la traversée du Canada en 2011, ta première grande aventure. On parle quand même de 47 jours, 8329 kilomètres. Ça demande quand même une certaine préparation avant de se lancer malgré tout. Là, c'est pas juste, comme tu disais, un petit 2 jours à vélo. Non, en fait, au moins dans l'année avant, j'avais quand même pratiqué beaucoup de vélo, donc j'avais une impression que ça pouvait bien aller, mais je restais dans le flou, en fait. Là, moi, à l'intérieur de moi, j'espérais faire quand même du gros volume de vélo, mais je m'étais gardé une petite marge de manœuvre, donc je disais aux gens, je vise à peu près 175 km par jour, ce qui est déjà énorme, puis plusieurs personnes à ce moment-là me disaient non, c'est beaucoup trop. Puis je me suis lancé comme ça. Ma première journée, j'ai fait 230. La deuxième, je suis descendu à 200. Puis la troisième à 175. Puis je me suis dit ça y est, hein, je retombe dans la normalité, là, la grosse loi de la moyenne. Puis finalement, après ça, je suis remonté dans les 220 et plus. Puis j'ai maintenu ça pendant toute la durée de ce périple-là. Donc c'était à la fois une question. Combien de temps le périple au complet? 47 jours. T'es parti de Montréal. Je suis allé vers St. John's. J'ai pris l'avion de là pour Vancouver. Puis je suis revenu de Vancouver jusqu'à Montréal. Okay. Donc, c'est quand même... toute la portion maritime représente là, à peu près 3300 kilomètres. Contre 5000 pour Vancouver-Montréal. Donc, c'est quand même significatif. Et c'est le sens logique de le faire avec les vents, on le sait historiquement. Mais remarque, j'avais Sébastien Sasseville sur le podcast du mois d'août, puis lui me disait qu'il avait essayé de battre un record, mais qu'il y avait eu des vents de face tout au long. Donc, on peut être malchanceux quand même parfois. Et là, tu récidives avec les États-Unis après le Canada. Même chose, traversée. Comment tu l'as fait, celle-là? Je suis parti de San Francisco. J'ai suivi un itinéraire de Adventure Cycling Association qui fournit des itinéraires, des cartes. En 2013, c'était encore carte papier là, que j'avais utilisé.
C'est tellement 2013, la carte papier. Voilà. Et puis, donc, de San Francisco au Colorado, qui appelle ce parcours-là le Western Express, qui est quand même réputé assez difficile parce qu'il monte la Sierra Nevada américaine, descend au Nevada ensuite, Utah et Colorado, donc très chaud, très sec, très vallonneux, montagneux en fait, et puis ensuite jusqu'à Richmond en Virginie. Donc ça complétait la traversée, puis je m'étais donné l'option aussi de remonter de Richmond vers Montréal par la suite. Donc ça faisait encore une fois un genre de 7200 ou dans ces eaux-là, que j'ai trouvé vraiment difficile parce que j'avais pas bien réfléchi à ma motivation de faire ce voyage-là. J'avais fait la traversée en 2011 et puis en fait en parlant, c'était créé une espèce de distanciation par rapport au projet, comme certaines personnes peuvent le décrire. C'est tellement gros en fait, puis même à force de rencontrer, on devient pratiquement il y a une distance qui se crée par rapport à ce qu'on a vécu. Puis j'étais vraiment confronté à ça, puis j'ai quand même assez peu fait de sport dans l'année qui a suivi. L'autre année d'après, je me suis remis, j'ai commencé à courir beaucoup plus. J'ai fait un marathon en mai. Avant ça, j'étais en shape de marathon, ça s'était bien passé. Puis là, je suis parti, j'étais allé faire de la rando pendant 2 semaines avec des amis. Donc, j'étais pas du tout en shape de vélo, là. Donc, la seule chose que j'avais en tête, c'est de me dire, j'ai fait un projet qui a très bien été il y a 2 ans. Donc, je vais juste reprendre où est-ce que j'ai laissé, ça va être mieux. Alors, la première journée a été absolument horrible. J'ai vraiment pensé revirer de bord. T'es pas parti sans préparation? Relativement, mais non, pas... tu peux pas partir pour 47 jours, puis après ça, je sais pas combien de temps. Il y en a de même, hein? L'avantage des longs voyages, c'est que tu peux te mettre dedans. Je pars pour aller marcher le parc de la Mauricie, ça me prend 3 jours à me préparer, là. Ouais. Je dirais que j'étais pas super préparé dans ce voyage-là. À part quelques sorties de vélo, évidemment une shape de marathon, là, tu sais, c'est pas rien, mais c'est après ça, évidemment, après ce voyage-là, là, puis je vous le conseille tout à fait, je me suis dit plus jamais je referais quelque chose comme ça en n'étant pas bien préparé. Et comme de fait, là, par la suite, j'ai vraiment davantage désiré les projets que j'ai faits. Mais ça se fait, c'est comme tu dis, ça se réalise. C'est un peu comme les grandes randos, justement, qui prennent 4-5 mois. Il y en a qui partent peu préparés, puis le corps se fait à cette routine-là. Mais je pense que tu as pas mal moins de plaisir que si tu es entraîné. Là, parlant de plaisir, je veux juste... santé, les gars. Santé. Merci. Merci de votre présence. Alors, maudite pour toi, Samuel. Ce n'est pas la fin du monde. Alexis, Sylvain, Blanche de Chambly. Quelle bonne bière. N'est-ce pas? Je l'avais goûté, celle-là, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est pas mon segment, mais le titre de ton podcast, c'est Sommeil collé. Ouais. Regardez les collets qu'on voit en ce moment. Ouais. C'est beau, hein? Ouais. On aime ça, hein? Vous allez peut-être retrouver des brides de ce balado-là, hein, sur les médias sociaux quelque part. En tout cas, quelques photos, quelques vidéos, peut-être même TikTok du côté d'Unibrou. Ça sera nouveau, les TikTok pour moi. J'avais mandaté ma fille de 9 ans de gérer mon TikTok, mais finalement... Ça n'a pas duré. Parce que t'es pas TikTokable ou parce qu'à cet âge-là, elle a pas encore la discipline puis Non, c'est la discipline. Vraiment que j'aurais pu la pousser un peu plus, là, mais non, je suis pas très TikTok moi-même. J'essaie de comprendre encore le phénomène. Bref, on est deux. On s'éloigne de notre sujet. Là, on va revenir à la rando tantôt. Donc, tu complètes les États-Unis et là, tu te mets après ça à l'alpinisme. Comment c'est venu ça? J'étais curieux de savoir comment t'es passé du vélo à la montagne avec des techniques alpines plus poussées. Ouais, d'abord mon premier terrain de jeu d'aventure digne de ce nom là, mis à part peut-être quelques expériences quand j'étais plus jeune, par exemple dans les Chic Chocs avec mes parents, mais ça a été les Adirondacks. Donc super terrain de jeu qui est quand même un endroit qu'on peut pratiquer de l'alpinisme là. Donc il y a vraiment des voies qui sont plus techniques là-dessus. Donc déjà il y a eu une espèce d'éveil à ça qui est intéressant. Et le coup d'envoi, ça a été ces 2 semaines-là de rando dans la Sierra Nevada où on se promenait dans des endroits qui étaient extraordinaires. Puis on trouvait, on ressentait l'altitude et puis c'était des sentiers qu'on considérait comme techniques à certains endroits. Et là, c'était les sommets qui étaient à côté de nous. Puis je me rappelle, on a essayé de monter un peu sur un flanc en regardant de loin. On avait une impression de marche d'escalier pour se rendre compte que sur place, ça montait pas du tout. Et puis là, le soir, après ça, on a vu des gens qui étaient habitués puis on leur disait, c'est impossible de monter là. Puis finalement, tout le monde a dit, non, tous les sommets se montent là. Ouais. Ça se monte, puis il y a des voies partout. Donc, il y a eu cette espèce de vraiment d'impression-là très, très forte. Puis mon ami qui était avec moi, lui, il a encore été plus immergé là-dedans. Donc, lui, il est tombé dans les cours tout de suite. Puis ça, c'est sûr que ça déclupe, en fait, le processus
processus, là. Donc, évidemment, escalade intérieure, escalade de rocher, il y a un peu une espèce de marche, les cours d'alpinisme. Puis ce qui fait qu'en quelques années, on a un peu évolué dans ce parcours-là, puis on est allé faire quelques voyages qui ont été vraiment super intéressants. Puis je me rends compte que finalement, ce qui m'attire dans la montagne, c'est la même chose qui m'attire dans le nord, en fait. C'est un environnement nordique, c'est un environnement qui a un rapport au froid, donc végétation qui rabougrit ou qui disparaît, la neige, être exposé aux éléments. Donc, il y a beaucoup de parallèles qui sont à faire. Puis je reste... Manger du lichen sur le bord d'une paroi. My God! Voilà. Non, on est à la même place. Moi, j'adore cet environnement nordique-là. Quand j'ai une expédition en tête, je pense juste à ce que ce soit blanc, que ce soit haut, escarpé. Mais ouais, c'est d'autres paysages, c'est un autre environnement complètement. Là, tu as fait l'ascension du Chimborazo. Ça, c'est ton premier, ça? À ce moment-là, c'était le premier vrai voyage là qui peut s'appeler voyage d'alpinisme. Et puis au terme de ça, l'objectif c'était d'aller faire le Chimborazo. Donc c'est un voyage qui était semi-organisé, qui devait être vraiment plus organisé en fait. Puis finalement on s'est ramassé à y aller juste 3, avec un guide local qui nous accompagnait les 2 premières semaines. Non, mais t'as l'air d'être bon dans la désorganisation. Ouais, quand même, c'est ça. Je montre tous mes travers, effectivement. Mais mettons là que je suis vraiment pas à jour. Là. C'est où le Chimborazo? C'est en Équateur, donc c'est un volcan, en fait, qui est à 6200 mètres. mètres. Fret, les gars, puis c'est sur un volcan que vous faites ça va bien. Ouais, c'est des volcans qui sont éteints, évidemment. OK, donc Équateur. Équateur, exactement. Donc, c'est de l'andinisme, en fait, techniquement, si on veut utiliser les vrais termes. Et puis, c'est une ascension qui est pas extrêmement technique, tout dépendant de la voie que tu prends. C'est un gros glacier qui est pas sans danger, une Québécoise qui est d'ailleurs décédée récemment là, sur cette montagne-là. C'est une montagne qui est célèbre finalement parce que, pour l'anecdote, c'est le point le plus proche de la Lune, en fait. Le point de la Terre le plus proche de la Lune à cause de la forme arrondie. Donc, comme elle est à l'équateur, par rapport au niveau de la masse, c'est celle qui est la plus loin. Évidemment, le gain en altitude est pas comparable à ce qu'on va voir en Himalaya. Mais même pour l'Amérique du Sud, ça reste très haut, là, de comparaison. Le Concagua est à 6900 mètres, je pense. Donc, ça reste que c'est une montagne pour ressentir l'altitude qui est assez privilégiée. Puis, c'est souvent qui est efficace. Et donc, puis, c'est une montagne autour de 6300. Okay. Puis, il y a pas mal de gens qui sont dans un cycle de préparation pour l'Everest, par exemple, qui vont aller faire cette montagne-là en préparation. Wow. Et là, t'enchaînes donc le Mont Rainier ensuite en 2017, 4392 mètres, qui est une montagne que je n'ai jamais réalisée, mais qui est passablement intéressante. Ah oui, il y a une bière Mont Rainier. Pas très bonne d'ailleurs, c'est une bière économique. Ouais, c'est une bière... Allons ailleurs, c'est correct. C'est une bière de commerce, une bière industrielle. C'est une bière économique qu'ils vendent aux États-Unis, okay. Puis même dans le Canada anglais. Là. Okay. Rainier. Excuse-moi, c'est bon. Rainier, par rapport ce voyage-là en Équateur, où est-ce qu'on était plus encadré avec des guides, ce voyage-là, on était vraiment par nous autres mêmes. Donc là, c'était un peu vraiment pour faire nos classes. Donc on a poursuivi nos formations, on a préparation. On est arrivé avec une préparation qui était différente. On était beaucoup plus autonome. On avait 2 amis aussi qui viennent d'Espagne, qui sont venus nous rejoindre pour faire ce trip-là. Donc, en fait, au début, on faisait plus du rocher proche de Calgary, donc région de Lac-Louise. On a traversé ensuite, on est allé aux États-Unis. On est allé faire Rainier par la Couch Route, qui est une voie, qui est pas la voie classique, la voie régulière. C'est à peu près 80% des gens passent là. Puis Rainier, c'est une montagne qui est mythique, mais qui a une réputation un peu d'être encombrée parce qu'il y a beaucoup de monde qui y vont à cause de sa proximité de Seattle. Ouais. Mais donc, nous, quand on a fait la voie, tellement habitués, nous autres, on va y aller par le 20%. Là. À ce moment-là, oui, parce qu'effectivement, tu sais, il y a un certain mysticisme là qui est lié à la montagne, mais c'est un sport qui peut se pratiquer en faisant les formations adéquates puis avec une bonne préparation. Donc, même c'est comme tu dis, c'est un défi additionnel. C'est ça. Puis en même temps, tu sors de l'autoroute là. Voilà, exactement. Puis nous, ça faisait qu'on a vraiment presque croisé personne. C'était formidable. Puis quand on est redescendu de l'autre bord, la voie régulière est magnifique. C'est juste qu'effectivement, c'est beaucoup plus balisé. Puis, par exemple, les passages, les ponts de glace sont indiqués, etc. Mais l'autre voie, on a vraiment eu un super trip sur cette montagne-là. Si tu me parlais de tes montagnes, tes ascensions, c'est quoi les plus grandes difficultés que tu as rencontrées? C'est l'ensemble, en fait. Dans ce même voyage-là, on est allé faire un classique, entre guillemets, là, qui s'appelle la Forbidden Traverse, là, qui est une traverse d'à peu près 1 mile de distance, donc 1,6 km, et qui cumule à peu près toutes les techniques qu'on peut, de base, là, qu'on peut avoir de besoin. Donc, il y a de l'approche. Évidemment, c'est un méga hike pour monter juste au pied de la paroi. Il y a de la marche sur glacier, il y a de la descente à rappel,
C'est de l'escalade alpine presque en permanence. Puis en fait, quand on est arrivé là, nous, nos amis espagnols, évidemment, l'approche est peut-être plus traditionnelle par rapport à l'alpinisme en Europe parce qu'ils pratiquent ça, c'est leur terrain de jeu. Ouais. Et donc, par exemple, la cordée volante, nous, on voit pas ça dans les cours au Québec. On peut pas pratiquer ça, on n'a pas ce terrain-là. Puis la cordée volante, on trouvait que c'était complètement... c'était vraiment dangereux parce que c'était de la vraie escalade, en fait. Là, c'était comme grimper du 5-6 sans cordée volante. On trouvait ça vraiment intense. Puis finalement, on a un peu apprivoisé ça, mais la première journée, ça a été un concentré de peur. Là. On s'entendait pas tout à fait à ça. Mais ça a été vraiment un fort moment. Puis on a eu évidemment le sentiment de fierté qui vient avec ces réalisations-là par la suite. Quand tu étais sur le lac Louise, donc c'est là que tu as fait le Grand Sentinel. Uh-huh. Tu as réalisé cette grimpe-là iconique de l'endroit. Quel souvenir en gardes-tu? Au niveau esthétique, c'est absolument formidable. Puis je me rends compte que l'esthétique reste quand même présent dans tout ce que je fais. Puis ça s'est affermi beaucoup plus dans les dernières années depuis que j'ai une démarche d'écriture. Puis que, comme je disais, j'essaie d'amalgamer davantage ma pratique artistique et puis ma rencontre avec le territoire, mais pas Forbidden, mais Grand Sentinel, c'est cette énorme voie-là de 100 mètres lisse. La voie s'appelle l'arête cardiaque. Donc, il y a vraiment un esthétisme qui est formidable, quelque chose qui est un peu transcendant et puis qui nous regarde puis qui nous appelle finalement. En la grimpant, je dirais que tu regardes pas trop en bas, là. C'est vrai qu'elle apporte bien son nom. Ouais. La montée s'est super bien passée. Moi, c'est le rappel que j'avais la chienne un peu plus, là. Donc vraiment, là, t'es 100% dans le vide. Parce qu'en général, surtout dans l'Est, quand on descend, c'est un peu plus souvent des slabs, en fait. Fait que tu vas redescendre. C'est rare que t'es 100% là, sur un vertical, sur des si longues distances. Donc, il y a une habituation, en fait. Puis sur un voyage de 2, 3, 4 semaines, entre la première journée puis à la fin, c'est sûr qu'il y a une habituation. Mais les premières journées, justement, puis dans ce cas-là, c'était au début du périple. C'était bien intimidant de voir ça. Ensuite, rando. Rando qui a toujours fait partie de ta vie. J'imagine que tu as apprivoisé, pour reprendre ton terme, la rando avec les scouts au départ, ou peut-être même avant. Et là, tu me parlais des Adirondacks tantôt. Tu as quand même sillonné l'Est américain du côté de la randonnée. Est-ce que tu es allé faire un tour aussi du côté des White Mountains, des Green Mountains? Oui, un peu. C'est sûr, Mont-Lafayette, c'est un endroit que je suis allé assez régulièrement. Donc, le nord-est des États-Unis est absolument formidable. Puis du côté québécois aussi, il y a plein de petits bijoux, notamment en Mauricie, qu'on peut découvrir, qui sont super intéressants. Moi, la première grosse rando que j'ai fait à l'époque, qui n'existe plus, c'était un sentier de longue randonnée dans le parc de la Mauricie, qui permettait de faire vraiment le tour complètement, qui a été abandonné. Le sentier doit exister à quelques segments, mais essentiellement, la végétation a repris. Puis ça, j'ai fait ça à 17 ans, à peu près une semaine avant mes 18 ans. Donc, il y avait quelque chose d'initiatique là-dedans et puis qui reste encore là, en fait, dans tout ce que je fais dans le plein air. Il y a vraiment une dimension intérieure puis de croissance personnelle. Ça se faisait sur 4-5 jours, quelque chose comme ça? Ouais, dans ces eaux-là, je l'avais fait en 4, mais je pense qu'il disait que ça pouvait facilement être jusqu'à au moins 6 à 8. Ouais. 4, c'était rapide. Tu te rappelles pas le nom, hein? Moi, ça me revient pas. C'était le sentier Laurentien. Laurentien, exactement. Laurentien, mais en Mauricie. Mais on est dans les Laurentides. Dans les montagnes laurentiennes. Donc, quand même, la rando fait partie de ta vie. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que c'est des projets que tu aurais en dehors du vélo et du canot que tu pratiques beaucoup plus aujourd'hui? Souvent c'est le sport qui est le plus naturel à pratiquer en fait pour le plein air. Il y a des sommets un peu partout, des sentiers de randonnée. Donc c'est souvent la porte d'entrée la plus simple. Hein, ça prend une paire de chaussures, puis on y va, puis on part sur le chemin. Donc oui, j'en fais toujours de manière disons modérée. Grand projet qui reposerait sur la marche en tant que telle. Dans les médias, j'en ai pas, mais je regarde quand même des fois ce qui se fait en fast packing, puis il y a une partie de moi qui aime un peu ces voyages-là de haute volée. En vélo, j'aime vraiment me pousser à aller très vite. Donc, des fois, je me dis peut-être que j'aimerais y goûter à un certain moment. Ça et puis en faisant l'ascendant de ce que tu fais sans mouliner. Garde ton idée en tête. Je voulais juste te demander, qu'est-ce que tu préfères dans la rando, justement? Est-ce que c'est peut-être pas le côté alpin que tu as eu la chance d'expérimenter? Ça en est un monté quelque part. C'est quand même
même un sentiment qui est indescriptible. Donc, l'effort qui culmine à un sommet, puis un point de vue dégagé, c'est assez universel comme sentiment que ce que ça peut procurer, de voir une montagne d'en bas, d'être sur le sommet par la suite. Je pense qu'il y a un sentiment qui est assez universel d'accomplissement là-dedans. J'aime beaucoup la simplicité de la rando. Ça, c'est une des choses qui est la plus, je pense, intéressante, en fait. Je parlais de ma désorganisation, qui n'en est pas nécessairement une, mais c'est le fait qu'on peut finalement choisir une destination, aller se stationner, puis on fait le sommet, c'est intéressant. Ceci dit, c'est un peu l'envers de la popularité de la rando. Maintenant, il y a de plus en plus de règles, puis ça, c'est très bien parce que ça fait en sorte qu'il y a plus de personnes qui peuvent en profiter, mais tout ça a évolué. Les Adirondacks, maintenant, il y a des systèmes de réservation, etc. Mais ça, je me dis tant mieux parce que ça fait juste en sorte que les gens, on se réapproprie notre environnement puis notre territoire. On va revenir à tes expéditions qui t'ont mis, disons-le comme ça, un petit peu plus sur la sellette après notre segment collet qui va se dérouler de l'autre côté de la pub avec Sylvain Bouchard. Reste à l'écoute. Sommet et Collet vous est présenté grâce à la brasserie Unibrou. 30 ans d'histoires et de légendes brassées avec passion et joie de vivre. Et à Telloc Satellite. Sylvain, c'est à ton tour, mon vieux. On met la table pour la saison aujourd'hui. Yes. Dans les faits, ce que j'ai le goût de faire avec vous autres aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu ce que je vais vous parler et présenter dans les prochains mois, dans les prochains podcasts. Donc, je vous sers à boire, on jase, puis vous me lancez des questions. J'y réponds vite fait en vous disant « Ça, c'est une très bonne question, j'y répondrai un jour. » Dans les faits, ce que j'aimerais mettre en place, c'est vous autres, là, ma gang de jeunesse, là, parce que j'ai pas votre âge, je suis un petit peu plus vieux que vous. Mais t'aurais pas dû le dire, là. Dans un balado, on ne sait pas ça. Mais c'est, non, mais je tenais à le dire. Pourquoi? Pas pour avoir l'air passéiste, mais je pense que il y a une effervescence incroyable alentour des microbrasseries, on le voit bien. Moi, j'ai connu l'époque où il y a pas de microbrasserie, j'ai 54 ans, donc il y a 3 brasseries, là, Molson, Labatt, O'Keeffe, il y a pas de micro. Donc, j'ai vu le marché évoluer et ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que les gens boivent beaucoup de microbrasserie, mais c'est un peu comme s'ils savaient écrire sans savoir lire. Ou l'inverse, je sais pas, qu'est-ce qu'on apprend en premier? On apprend à lire avant d'écrire? Oui. Les gens savent lire? Non. Autrement dit, les balises se perdent. Les gens sont très IPA, sont très sûrs, mais ça, c'est l'évolution de quelque chose. Mais à la base, on était où? Et c'est ça que je vais avoir le goût de faire avec vous tous pendant l'année. C'est de vous parler de la base de la bière. C'est quoi une IPA? Ben oui, c'est les houblons, mais au-delà de ça, c'est quoi d'où ça vient la IPA? Bon, le houblon, c'est un des ingrédients dans la bière, mais il y en a d'autres. Ouais. Et j'ai des enfants qui ont fin vingtaine, qui aiment bien les affaires, mais ils connaissent pas la base. Donc, je leur parle du grain. Je leur parle c'est quoi la différence entre une ale et une lager. Ils me disent quoi? Ah, papa? Ben c'est ça, tu sais. Arrête de parler et serre-nous à boire. Donc, ça va être un peu ça. Donc, je vais vous parler pendant toute l'année, là, de la base de la bière pour peut-être mieux comprendre c'est quoi une IPA, une sour et une smoothie beer. Fait que là, cool. Mettons, ouais. Ça te va-tu? Oui, j'aime bien ça. Fait que là, on est le 1er octobre. Dans le fait, ça se lance le 1er, le podcast. Ouais. Je sais pas quelle date que vous êtes en ce moment. On le dira pas, mais on est le 1er. On est le 1er. Fait que 1er octobre, on est en plein dans la fête de la bière au monde. Et il s'agit de l'Oktoberfest de Munich, les gens pensent que c'est en octobre, mais dans les faits, ça se termine le premier dimanche d'octobre. Ah. Donc, ça commence souvent en septembre, souvent le 10 jours auparavant. Donc, c'est un jeudi qui va culminer. Fait que ça peut être le 1er jusqu'au 7 octobre que ça se termine. Donc, on est là. Donc, je vous sers 3 bières allemandes. C'est un prétexte à jaser. Et parce que j'aime la bière, je suis sommelier en bière, les gens pensent que je bois des affaires très raffinées toujours. Détrompez-vous, je suis un gars de lager, je suis un gars de bière blonde de soif parce que j'aime aussi boire pour boire au-delà de juste le goût. Donc, je vous ai amené une bière blonde allemande qui est un style qui est apparu il y a quelques années, qui est assez populaire. Mais là, dis-moi, avec ce qu'on est en train de boire, là, faut-tu manger un biscuit soda entre les deux, quelque chose? Non, parce que j'ai vu que vous avez bu de façon très modérée. Ouais. Effectivement, pour bien faire la dégustation, on devrait se stabiliser les papilles avec biscuit soda, morceau de café, whatever. Non, allons-y tout de go. Quoique toi, t'étais sur la sonne pas la fin du monde
ça. Mais écoute, non, vas-y, je vais prendre... Alors, à la 3e gorgée, je devrais être bon. Je vous pose la question vite fait. Quel est le style de bière... il y a 2 familles. Il y a les ale et il y a les lagers. Laquelle des 2 familles a la bière qui se vend le plus au monde? Est-ce que c'est les ale ou les lagers? Je dirais les ale. Ben, j'aurais tendance à dire la lager maintenant parce qu'avec le marché américain... Toi, t'as dit ale? Ouais. Ben, ça, non. Bon. Ben, c'est ça l'affaire. Parce que, mettons, de la Budweiser, c'est de la lager? Ben oui. C'est ça, OK. Ouais. Alors, lager, c'est une des 2 familles. Et le style le plus vendu au monde est une lager. Dans les faits, c'est les Pilsner. Les Pilsner sont des lagers blondes. Dans tous les pays du monde, sauf l'Irlande, la bière la plus vendue est une bière blonde pétillante à 5% d'alcool. Et c'est ce qu'on appelle une lager blonde ou une Pilsner. Il y a une exception. Dans le fait, la bière de soif, c'est toujours de la lager. Non! Les Allemands ont une bière de soif blonde qui n'est pas une lager. Et c'est ce qu'on appelle une Kölsch. Tout le monde dit Kölsch. Kölsch. Les Allemands disent Kölsch, comme un O-E-E-E. Kölsch. Alors, je vous sers une Kölsch. C'est essentiellement quoi? Ça ressemble à une Pils, à une lager blonde pétillante, mais c'est une lager. Éventuellement, je vous dirai pourquoi ce n'est pas une lager, mais là, l'idée, c'est de boire une bière blonde de soif, facile, désaltérante. Là, alors, je te ramène un instant dans l'histoire, mon cher, parce que la lager allemande n'est pas la même que la lager américaine. En fait, la lager américaine a été transformée. Alors, la prémisse, c'est ça qui va être le fun pendant toute l'année. La lager, c'est la famille. Lager vient d'un verbe allemand qui est lagern, qui veut dire un long entreposage à froid. Ouais. Donc, les lagers, c'était nouveau. Il y a 350-400 ans. C'était une nouvelle façon de faire la bière. Avant, partout dans le monde, il y avait une façon de faire la bière, c'est quand il faisait chaud. C'était les ale. Et les Allemands, avec une nouvelle souche de levure qui est proche du vin, ils ont trouvé une façon de faire fermenter à plus basse température. Et donc, ils ont développé une nouvelle façon de faire la bière qui est devenue les lagers. Et dans les lagers, il y a plusieurs styles, dont les Pilsner, donc les bières blondes commerciales, la Budweiser, comme tu nommes, c'est une Pilsner. La plupart des bières commerciales sur le marché, je les nommerai pas, mais les bouteilles vertes européennes et whatever, c'est souvent des Pilsner. Et là, les Allemands ont une autre façon de faire, qui est l'ancienne façon. Et quand les lagers Pilsner sont devenus tellement populaires, dans la petite ville de Cologne, en Allemagne, où on dit Köln, ils ont fait « Attends un peu, nous autres aussi, on peut faire de la bière facile à boire. » Et ils ont tranquillement changé la façon de faire leur ale traditionnelle pour en faire une ale beaucoup plus facile à boire. Ils la travaillent comme une lager, qu'on va voir dans un autre épisode. Et vous allez voir la bière que vous avez, qui est faite par la brasserie Shelton. On y va, on se lance? Oui, allez-y. Ouais. Shelton, ils font des super produits, surtout spécialisés dans les IPA ou les New England IPA, mais ils font une superbe Kölsch que vous avez là. C'est blond. Ça ressemble à une Pilsner, mais ce n'est pas une Pilsner. Dans les faits, on la travaille un peu comme une lager en baissant la température de fermentation. Mais ce qu'on aime en bout de ligne, c'est le côté rafraîchissant, léger, c'est pas lourd. Non, il y a peu d'amertume. Il y a peu d'amertume. Dans les faits, dans les Pilsner, il peut en avoir, mais c'est une amertume qui est pas amère. C'est une amertume qui amène une sécheresse, qui donne soif et qui dit... Ça fait trop longtemps que j'ai pas bu, je pense que je vais prendre une autre gorgée. C'est ça. Fait que c'est ça qu'on sert en format litre, là, parce que. Et c'est drôle parce que. Ça coule à flot. Les Pilsner se servent souvent en litre, surtout en ce moment à Munich, dans les masses, qui sont des gros verres, des chopes de 1 litre en verre, dont les serveuses nous amènent ça à coût de 20-24 litres à 5 livres chacun. Je sais pas comment ils font, ils sont sur les stéroïdes ou sur la bière. Anyway. Penses-tu qu'ils sont au gym toute l'année avant? Mais j'allais dire qu'à Cologne, là d'où vient les Kölsch, ils servent ça dans un verre typique qui s'appelle le Stange. C'est un verre de 200 millilitres ou 20 centilitres. C'est très peu. La tasse est à 250. Ouais. Donc, on est à peu près à 6 onces de bière. C'est un petit verre fait sur le long qui ressemble à un cylindre de verre très mince. La bière, elle est toujours froide. Elle n'a pas le temps de refroidir. Donc, non, à Cologne, la bière que tu bois là, qui s'appelle une Kölsch, ne se boit pas au litre ou à la pinte, mais au 200 millilitres, toujours fraîche, légère et rafraîchissante. Alors, en ce moment, à Munich, vous boirez pas de Kölsch, parce que à Munich, c'est pas Cologne, mais je voulais vous mettre une bière de soif facile à boire allemande. Génial. Et ta prochaine? La prochaine, là, où est l'Oktoberfest?
À Munich. À Munich. Il est à Munich. Munich qui fait partie du triangle de la bière. Le triangle de la bière, c'est Munich, Vienne en Autriche et Prague en République tchèque. C'est vraiment là que se sont développées les lagers de soif les plus fascinantes et surtout les technologies, la science derrière qui a amené au fil des ans de développer ce style de bière-là. Les bières de Prague, c'est la mode en ce moment. Beaucoup de microbrasseries ont des bières qu'on appelle des Pilsner tchèques ou des Pilsner bohémiennes, puisque Prague, c'est l'ancienne Bohème qui est devenue une province finalement, qui est devenue une partie de la République tchèque. Munich pour leur bière rousse. Dans le fait, c'est comme une Pilsner, mais côté roux. Donc, on a le croquant du grain, du biscuit un peu caramélisé, mais avec l'amertume et la légèreté d'une Pilsner. Et bien sûr, Munich, qui est la bière de soif par excellence. Et là, la bière que je vous présente, c'est faite par la brasserie Avant-Garde. Sérieux, c'est tellement bon ce qu'ils font, Avant-Garde, qui est dans, c'est-tu Hochelag? Oui, en bas du stade olympique, là, sur Ontario, je pense. Oui, exactement. C'est, mon Dieu, écoute, je passe là à chaque fois, mais c'est un gros complexe, puis on les voit bien. Oui, mais dans les faits, ils sont là. C'est pas un parc industriel, mais on les voit bien. Superbe terrasse dans un stationnement. Bon, ça fait drôle, mais à Montréal, on s'entend. Mais c'est sûr, le choix entre la rue Hein? C'est sur Hochelaga. Oui, c'est ça, c'est Hochelaga. Hein? Et superbe produit. Et ils font une bière qui s'appelle la... veux-tu me le dire? La vie en rousse? C'est tellement drôle. Oui, c'est ça. Ah oui, la vie en rousse. La vie en rousse, c'est pas un style en tant que tel. C'est une Munich Dunkel. Et pourquoi je voulais vous l'amener? Parce que, 1, c'est Munich. 2, c'est ça que je vais faire avec vous autres pendant toute l'année. Je vais vous donner des termes techniques qui vont vous apprendre à reconnaître ce que vous voyez quand vous voyez une bouteille ou une canette. Maintenant, il faut dire canette de bière. Dunkel, en allemand, veut dire foncé. Donc, vous voyez une Dunkelweizen ou une Dunkelbock ou une Dunkel Munich, ça veut dire une bière foncée essentiellement. Okay. Et parce qu'elle est de Munich, on sera assuré d'avoir une lager pétillante, rafraîchissante. En ce moment, à Munich, c'est l'Oktoberfest. Les gens disent « l'Oktoberfest, c'est une grande beuverie ». Non, ça a toujours été une beuverie. L'idée derrière l'Oktoberfest, c'est ça. La première version de l'Oktoberfest, c'est, je me souviens plus du nom du prince ou du roi qui s'est marié, et on a invité tout le monde, et on s'est rendu compte que c'était vraiment cool parce que à la fin de la noce qui a duré 10 jours, il y avait plus de bière dans aucun tonneau. Et à l'époque, on brasse pas l'été. On brasse l'hiver. L'été, il fait trop chaud. Maintenant, on est capable de contrôler la température, mais c'était pas le cas à l'époque. Donc, on buvait on buvait l'été et on brassait l'hiver. De toute façon, l'été, on est dans le champ, on fait les récoltes. Octobre arrive, il fait froid, on a nos récoltes de grains, de houblon, et qu'est-ce qu'on fait? On se met à brasser de la bière. Et donc, ils sont arrivés en Allemagne, en octobre, en se disant, il y a encore de la bière d'un baril. Grâce au mariage, ils se sont rendus compte qu'on a vidé tous les barils. Et après ça, ils ont dit, on va faire une fête à chaque année pour s'assurer que la bière du mois de mars, qui est la Martin, on écoule le stock. Ouais. Parce qu'on recommence à brasser. Et c'est comme ça que l'Oktoberfest est arrivé. Alors, la bière que je vous présente, qui est une Munich Dunkel, qui est typique de Munich. Vraiment une belle couleur. Oui, parce que les bières blondes, c'est moderne. Les bières blondes, la première bière blonde a été brassée en 1842, justement en République tchèque, dans le fameux triangle de la bière. Et à Munich, à l'époque, les bières sont foncées. Et donc, la Martin, la bière de mars, qu'on a vidé les tonneaux pour remplir avec une bière qu'on appelait l'Oktoberfest. Donc, dans les fêtes, c'était presque la même bière, mais qu'on repartait pour une autre saison. Voilà ce que vous avez. C'est une bière de Munich, Dunkel foncé. Regardez comme c'est beau. C'est léger. Et ce que j'aime, c'est que les gens sont très sur le houblon, les IPA, le côté sûr. Ici, on n'est pas là. C'est la céréale, c'est le grain. Ça goûte le grain, la céréale. C'est un peu biscuité. Est-ce que tu sens qu'il y a un retour à ces bières-là, justement? Tellement. Je pense que oui, parce que justement, on a tellement bu de la IPA, puis là, je pense qu'on est mieux pour revenir à d'autres types de bières. C'est un peu le style du connaisseur, souvent, que les gens vont aller vers les trucs qui sont très, très goûteux, là, même pour les personnes qui boivent des vins, qui vont commencer avec des sirops, puis ce genre de cépage-là extrêmement foncé, puis qui se dirigent vers des trucs plus légers par la suite. Là. J'ai l'impression que... je vais me permettre quelque chose. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, ne le prenez pas mal, ce n'est qu'un exemple, mais je te dirais que c'est un peu comme la sexualité.
Les premières choses qui nous sautent, qui sont faciles à comprendre, c'est la pornographie. Mais une fois qu'on a compris la porn, après ça, on va tomber dans la sensualité, l'érotisme, le côté plus aguichant. On doit s'exciter en regardant, en comprenant. Le truc, c'est pas dans votre face. Et c'est un peu le parallèle que je ferais avec ce que tu viens de dire. Au début, on va aller avec des vins très goûteux. Ah, les IPA. Ouais, mais attends, ça, c'est facile. T'en as plein la vue, t'en as plein les goûts. Après ça, on va tomber dans la subtilité. Et c'est là où les lagers deviennent intéressantes. D'ailleurs, Unibrou a sorti l'an passé une lager rousse parce que la tendance est au lager, mais avec du goût, avec du nez, parce que maintenant, avec les houblons modernes, on verra plus tard. On peut les revisiter, puis il y a plein de recettes différentes maintenant. Oui. Et d'ailleurs, plus tard dans la saison, je vous parlerai de mais qu'est-ce que le dry hopping? Ouais. En français, le houblonnage à froid, c'est ce qui a révolutionné la bière il y a une dizaine d'années quand les IPA sont arrivés. On va en parler des IPA, on va faire une chronique là-dessus. C'est quoi une West Coast IPA, une New England IPA, une IPA anglaise? On va les comparer pour un peu expliquer c'est quoi. Mais à la base, ce qui a révolutionné le monde des micros, c'est le dry hopping. Donc, on peut travailler un ancien style de bière, une viennoise ou une munichoise, comme on l'a en ce moment dans notre verre, bière de avant-garde, la Munich Dunkel, la vie en rousse, mais on peut la retravailler en l'houblonnant d'une façon moderne. Donc, oui, il y a moyen de se diversifier dans ce qu'on boit aujourd'hui. Et là, donc, au courant de la saison, Sylvain, tu vas nous revenir comme ça à chaque mois. Tu vas nous parler des étapes justement de la fabrication, des ingrédients de base. On va vraiment aller toucher tout ce qui est la base. Quelqu'un qui voudrait même pratiquement peut-être commencer à brasser. En tout cas, il peut prendre des notes, je pense, dans chacun des houblons. Des houblons. Dans chacun des balados. Mais de chacun des houblons, peut-être. Et c'est sûr qu'il y aura une chronique où j'ai un 15 minutes de capsule. On se fera de la bière en 15 minutes. Donc, comment on fabrique de la bière? Avec tout le monde en boit. Avec une bonne laveuse, non? Ben oui, c'est ça l'affaire. Tu sais, un chaudron, puis du grain, puis un moulin. Ouais. Alors, je vais vous amener à comprendre ce qui fait que vous aimez ou n'aimez pas la bière. J'aime pas la bière, c'est impossible. Il y a tous les goûts qui sont possibles dans la bière. T'as peut-être pas trouvé la bière qui va faire que tu vas aimer ça, mais encore faut-il que tu saches ce que tu n'aimes pas. Donc, comprenons d'où ça vient et on s'en va là. Écoute, c'est comme des bottes de rando. Ah oui, faut que t'en essaies plusieurs pour trouver la tienne. Et comme moi, je suis pas du genre à être le meneur de file en avant, je suis plus en rando à être celui qui est en arrière, qui siffle les oiseaux. J'ai le pas lourd. Je terminerai ce premier segment avec une autre bière allemande, qui est une Doppelbock. OK. Et pourquoi je dis le pas lourd? Eh ben là, on s'en va du côté foncé et lourd. OK. Fait qu'il faut que je finisse celle-là, là, parce qu'on va manquer de verre. Ben non, il faut qu'on fournisse, là. Moi, je regarde ça, là, je m'assure que mes verres sont vides. C'est vrai? Je vais goûter. Ben, écoute, celle-là, ici. Mais arrête de faire assemblant, je t'ai vu le caler, ton verre. Ben non, je l'ai pas calé. Je l'ai bien dégusté. Je sais, je fais des blagues. Alors, les Allemands ont inventé, je le disais tout à l'heure, le style qu'on appelle lager. Souvent, les gens vont penser que lager égale bière blonde. Pas du tout. Il y a des lagers brunes. On vient d'en boire une qui est rousse, qui est une Dunkel. Il y a même des lagers noirs qu'on va appeler les Schwarzbier. Et les Allemands ont, dans la famille des lagers, un style qui s'appelle Bock. B-O-C-K. Donc, Bock, c'est pas juste le verre dans lequel on coule la bière, mais c'est aussi un style de bière qui est une lager. Les Bock sont souvent brunes ou rousses, vont titrer à peu près 5 ou 6% d'alcool. Mais il y a les Doppelbock qui sont à 8 ou 9% d'alcool. Vous connaissez les doubles belges comme la Maudite, comme d'autres bières belges plus foncées. Eh ben, les Allemands ont la même chose avec les Doppelbock, à la différence que les Belges mettent des épices dans la bière, ce qui est interdit par la loi en Allemagne. Il y a une vieille loi qui date de 1516 qui s'appelle la Reinheitsgebot, qui donne beaucoup de points au Scrabble en allemand, mais pas en français parce qu'on peut pas utiliser le mot d'une autre langue. La Reinheitsgebot, la loi de la pureté, qui dit que dans la bière, on ne peut mettre que 3 ingrédients à l'époque, eau, houblon et grain. Après ça, avec Pasteur, ils ont découvert la levure et ils ont amendé la loi pour dire que la levure était permise. Alors, les Doppelbock sont un peu comme les doubles belges, mais sans épices. Donc, je vous en sers une à l'instant. Et ce qui est intéressant, la plupart des Doppelbock ont un nom qui finit par Ator.
Ah bon? Donc, la Terminator. Il y en a un, il y a un gars qui brasse, Dominique Gosselin, à Gatineau, au Brasseur du Temps, qui brasse la Doom Dominator. Parce qu'il s'appelle Dominique. Ouais. C'est un géant de, Dominique, je veux pas te faire de peine, mais il est pas en bas de 300. Mais je pense que c'est ça que le public aime aussi, les amateurs de bière. C'est que on voit les microbrasseries s'amuser aussi, puis s'amuser avec nous d'une certaine façon. Puis on le voit sur les étiquettes. Ça, c'en est une. Alors, ça, c'est une Doppelbock, et je vous disais. De Champ Libre. De Champ Libre, qui est en Montérégie. Regarde le nom. La Liberator. Liberator. Et qu'est-ce qu'on voit sur le dessus? Ce qu'on voit souvent sur les Doppelbock, un bouc, un bélier. Alors, vous allez voir souvent les bières allemandes qui sont de type bock. Quelle que soit l'image, vous allez avoir un bouc à quelque part. Et là, on est encore en Allemagne, mais on n'est pas dans la légèreté d'une lager Pilsner. On est, oui, dans une lager, mais à 8% d'alcool. C'est encore une fois beaucoup de grains. C'est très peu amer. Souvent, les personnes qui aiment pas la bière, c'est l'amertume qu'ils aiment pas. Et je leur dis, j'ai peut-être quelque chose pour toi si t'aimes pas l'amertume dans la bière. Et je leur sers une Doppelbock. Puis là, ils me font, non, j'aime pas la blonde, j'aimerais encore moins une rousse ou une brune. Et non, parce qu'il n'y a pas d'amertume. Les Doppelbock, l'amertume, s'il existe, il est là juste pour venir soutenir le trop sucré d'une bière rousse qui est très sucrée. Je me trompe ou il y a un petit côté café, celle-là? Non, tu te trompes pas. Dans les faits, c'est le grain. On en parlera un peu plus tard. On va avoir une capsule sur le malt. Qu'est-ce qui fait une blonde, une rousse, une noire? C'est la céréale qu'on transforme en malt, et de la façon dont on va la cuire avant de la transformer en bière va changer la couleur de la céréale et le goût de la bière et le goût. Donc oui, effectivement, tu vois, la couleur est quand même assez foncée. On est dans on est à la limite entre une rousse et une brune. Donc, on a dû griller la céréale jusqu'à un point où on commence à la brûler un peu, d'où le côté café torréfié. Alors, on pourra parler de ça plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'une bière goûte le café? On peut mettre du café, mais on peut tout simplement griller notre céréale jusqu'à la brûler comme le café. Écoute, on en a plein les oreilles, je pense, et plein la bouche. Plein la bouche, c'est une explosion. C'est une explosion de saveur, mais on est dans la subtilité, c'est ça qui est le fun. On n'est pas justement dans les espèces de comparaisons très très franches du type IPA versus une blonde de soif. Non, alors c'est ça. Y a pas de. Oui, puis pour moi, il y a pas beaucoup d'intérêt. Tu dis, on va comparer des légumes. Qu'est-ce qui est meilleur, la carotte ou le chou? Pour moi, c'est une IPA et une Pilsner. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est deux trucs tellement différents. Mais ce que je voulais vraiment vous démontrer ici, puis c'est un peu ce que tu me dis, Samuel, c'est waouh, ça goûte, c'est intéressant, mais il n'y a pas de pornographie ici là. C'est dans la subtilité. On est dans la subtilité et l'érotisme. Oh, et on va se laisser là-dessus, mon cher ami Sylvain. Merci pour cette belle et bonne première chronique. Premier segment, la glace est brisée. C'est fait. Le premier, c'est réglé. Et là, je vais retourner avec mon ami Samuel Lalande-Marcon, mon invité pour ce premier balado de la saison. Depuis quelques années, Samuel, tu cherches à rapprocher ta pratique artistique et ton intérêt pour l'histoire avec l'aventure. Et c'est comme ça qu'est arrivé Trans-Taïga. Raconte-moi un peu comment c'est né cette première aventure-là, puis après, on va parler un peu de ce qui s'en vient aussi. Ouais, Trans-Taïga, ça a été une manière de faire une aventure qui était de plus grande envergure sur le territoire québécois. Non, je pense qu'il y avait un rapport de proximité qui était intéressant. Si on revient un peu plus tôt, on parlait de mon voyage en Équateur. L'un des guides qui était là-bas connaissait parfaitement son environnement, donc à la fois, en fait, c'est un canoteur d'ailleurs, il fait du vélo de montagne, il fait de l'alpinisme, etc. Excuse-moi, un quoi? Un canoteur. Ah, canoteur. Un canoteur. Il a fait beaucoup de canots Québec. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme type d'eau vive en Équateur, mais quand je suis revenu après ce voyage-là, j'ai eu un peu envie de faire l'équivalent, mais sur mon propre territoire. En fait, j'étais impressionné du fait qu'il en avait fait le tour, il avait tracé un itinéraire comme ça en vélo. Donc j'ai un peu envie de le faire. En plus, dans ce voyage-là, j'étais parti avec l'attitude zéro de Mike Horn. Donc, je pense que tout le monde qui tripe aventure, à un moment ou à un autre, tronc son espèce passe par là. Donc, j'ai ça dans mes valises. Je trouve ça bien impressionnant. Puis, je découvre un peu l'idée de l'expédition multisport. Donc, c'est vraiment au retour dans l'avion que je commençais de plus en plus à considérer le territoire québécois qui, soudainement, m'apparaissait comme un énorme terrain de jeu, très, très peu connu.
Donc, ayant un passé de cycliste, je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait être fait qui me semblait vraiment wild sur le territoire québécois. Et c'est là que j'entends parler presque au même moment de la route Trans-Taïga, qui a un nom déjà qui a le nom de l'emploi, en fait, là, pour attirer des rêves d'aventure. Et qui est à la fois accessible et inaccessible. Son principal problème, c'est que la route débute à plus de 1000 km de Montréal et finit dans un cul-de-sac. Ouais. Et là, ce que je tiens à dire, je vais faire une parenthèse importante, en tout cas à mon avis, c'est que ce projet-là est né avant la pandémie parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû se retourner vers des projets d'aventure au Québec. Mais toi, tu avais déjà cette sensibilité-là avant que la pandémie débarque. Vraiment. Et ça, je trouve ça bien plaisant, je trouve ça le fun. Ouais. Puis ça a été une espèce de révélation de voir à quel point c'était énorme. Puis à quel point aussi il y avait une signification particulière que j'avais moi comme individu, peut-être dans une réflexion presque identitaire, de retrouver cet enracinement-là dans le territoire. Et puis l'expédition, le concept était simple, c'est que je partais de la porte-avant de chez moi. Puis je me rendais jusque dans les Bas-d'Ungava. Donc, il y avait une espèce de traversée du territoire québécois, mais aussi une traversée de moi-même, finalement. Évidemment, il y a plusieurs choses qui étaient intuitives là-dedans. C'est plus facile d'en parler maintenant parce que je l'ai faite, puis je le sais à quoi ça ressemble, puis je sais qu'est-ce que ça m'a apporté, puis comment j'ai prolongé ça de différentes manières. Mais au moment de donner mon premier coup de pédale, j'étais encore dans cette quête-là, en fait, qui a mené à l'écriture d'un livre par la suite. Mais ce qui a été compliqué un peu dans cette expé-là, puis ce qui a fait que elle est devenue une expédition multisport comme ça, ben c'est l'ensemble de ces idées-là. Donc, il y a Mike Horn qui fait ses expéditions multisports, il y a mon guide équatorien qui fait ses aventures un peu partout en Équateur, qui connaît très bien son environnement immédiat. Et il y a moi qui réfléchis un peu à l'arrière-pays, qui a écouté Serge Bouchard également, qui est intéressé par le patrimoine du Nord québécois et qui met un peu tous ensemble. Ceci dit, il y a eu aussi un problème logistique, c'est que la route Trans-Taïga étant très isolée, si on part en auto puis qu'il y a quelqu'un qui nous amène puis qu'on fait la route, rendu au bout de la route, il faut revenir. Donc, on est à presque 2000 km de Montréal. Je mentionne toujours Montréal parce que c'est là que j'habite, mais en fait, pour l'essentiel, de toute façon, au Québec, on habite dans le sud, donc à peu près, peu importe c'est quoi notre point, on a cette distance-là énorme pour se rendre là. Et c'est en observant cette route-là que je suis un peu tombé sur les cartes aériennes à la rivière Kaniapisco, qui, elle, va jusqu'à Coudjoac. Et là, soudainement, bingo, il y a comme deux énormes morceaux de puzzle qui s'emboîtent les uns dans les autres, les uns dans les autres, et soudainement, je me dis, ben voilà, il y a un projet hyper intéressant pour partir de Montréal, aller jusqu'à Coudjoac, qui est un projet qui soudainement avait une signification qui était très particulière pour moi. Les gens peuvent retrouver tout ça sur ton site web, Samuel. Il y a beaucoup d'informations intéressantes autour de cette expédition-là. Tu l'as dit, ça s'est terminé en bout de piste par un livre duquel tu as accouché. Mm-hmm. J'étais curieux de savoir, ça a été quoi ton expérience en termes d'écriture? As-tu trouvé ça presque aussi difficile que l'expédition elle-même? Oui, il y a une difficulté qui est liée à ça. Mais ça a été, c'est un peu comme l'effort physique, c'est quelque chose qui nous nourrit tellement que lorsqu'on est dedans, en fait, on a envie de continuer d'y aller toujours plus loin. Puis comme l'activité physique, plus on en fait, mieux ça va, puis on a envie de continuer. Ceci dit, c'est pas gratuit. Une fois que la pratique d'écriture est terminée, moi je passe le restant de mon temps à être nostalgique du moment que j'étais dans l'écriture du livre, en fait. Évidemment, je le fais ailleurs, j'écris des articles, je suis pas présentement dans l'écriture d'un plus grand livre, mais ceci dit, en termes de temps, l'écriture du livre va demander plus de temps que l'aventure. Donc, il y a quelque chose de paradoxal aussi là-dedans. Sauf que pour moi, puis si on revient au début, qui est animé par un certain nombre de dualités, donc à la fois soit le monde plus intellectuel et le monde plus physique, ben pour moi, c'est une forme d'aventure. C'est sûr qu'elle est elle est davantage intangible parce qu'on est dans la réflexion, on est dans le rapport un peu au vécu pour ressenti. Mais pour ça, moi, ça venait vraiment prolonger une expédition qui avait été tellement intense, donc un 30 jours. C'était une expédition qui était normalement de 45 jours au moins, qu'on a fait tellement rapidement qu'il y a facilement 2 semaines qui a été sauvé. Alors, ce concentré d'existence-là, ben, c'est trouvé vraiment décuplé, amplifié par la pratique de l'écriture. Donc,
Dans l'immédiat, on trouve ça difficile. Ouais. Dès que c'est terminé, on veut juste recommencer. Et là, le 18 octobre dernier, ça s'est retrouvé sur scène, ce livre-là, d'une certaine façon, et ton aventure. Et là, tu as lié aussi ton côté musical à la chose. Oui, effectivement. Ça a été encore une fois une espèce de concours de circonstances, puisque avant même l'écriture du livre, on avait parlé de la possibilité de transformer une conférence en conférence-concert. Donc, d'apporter une dimension... On parle de Trans-Taiga. De Trans-Taiga, toujours en 2018. Puis c'est drôle parce que je parle continuellement de cette expédition-là. Mais là, on est 4 ans plus tard. On est rendu, voilà, là, on va bientôt être à 5 ans plus tard. Puis depuis, j'ai fait l'équivalent avec 1 an et demi, puis on en reparlera. J'ai fait beaucoup d'autres choses, puis il y a des choses qui s'en viennent qui sont plus grosses. Alors, pour moi, l'écriture devient un monde en soi, puisque ça devient ce sujet-là devient un prétexte pour parler des choses qui me préoccupent, donc le rapport au territoire, la nordicité. Et puis pour moi, le but n'est plus de raconter un exploit nécessairement que j'ai vécu ou mon individualité là-dedans, mais au contraire, comment est-ce que je peux du lien entre mon intériorité et le territoire qui m'entoure créer de la signification. Donc le spectacle qu'on créait hier représentait tout à fait ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a gardé évidemment la structure de l'expédition qui était là, qui est inspirée du livre, évidemment. Mais on a enlevé une bonne partie des éléments techniques ou anecdotiques pour rester dans l'espèce de matière brute, entrecoupé effectivement d'éléments de conférence. Donc, il y a quand même, moi j'étais là, je m'adressais au public comme je vous parle présentement, donc pas en jouant un personnage. Donc, je suis moi-même, je parle des choses qui ont été vécues. Est-ce que c'est quelque chose que avec laquelle tu vas récidiver? Le spectacle, oui, c'est sûr qu'on a des ambitions de le tourner, notamment chez des diffuseurs pluridisciplinaires. C'est jamais garanti. Il y a quand même une certaine forme de compétition dans ce marché-là, entre guillemets. Mais c'est l'objectif, en fait, là. Donc, tu sais, comme à la création de spectacle, il y a vraiment le processus de création, de production, et là, ça serait la diffusion. Écoute, il nous reste quelques secondes. Je veux que tu me parles rapidement. Ouais. De ce qui s'en vient, parce que Trans-Taiga va devenir Trans-Taiga Boréal, donc une nouvelle expédition. Raconte-moi juste, c'est quoi l'idée derrière celle-là? L'idée, c'était d'aller skier la baie du Son. C'est l'objectif principal, donc de s'imprégner d'une expédition hivernale. On a ajouté à ça un volet qui est une autre traversée du Québec, finalement. On était trop tentés. Moi, en fait, depuis, je l'ai refait à plusieurs occasions, donc combiner l'aspect vélo et l'aspect en région plus isolée, donc soit le canot. Là, c'est le ski traîneau, donc ski poulka sur la banquise. Je vais partir de Montréal, en fait même au sud de Montréal, la frontière avec les États-Unis. À la borne vraiment de la frontière la plus au sud. Ouais. Et puis ça, c'est un projet qui est inspiré par la personne avec qui je vais le faire, Simon-Pierre Gonneau, qui lui a voulu le faire en 2020 en fat bike. Il est parti exactement à ce point-là, donc de la borne. Il est monté jusqu'à Chisasibi en vélo. Et lui voulait poursuivre sur la banquise en fat bike. La progression était plus lente que prévu. Il y a quelque chose qui s'appelle le COVID qui est arrivé aussi pendant qu'il était parti. Donc, les plans ont assez rapidement... Vous allez traverser vraiment du sud au nord, la province au complet. De la frontière jusqu'au point le plus au nord du Québec, qui est le Cap Autonome, qui est à peu près une trentaine de kilomètres au nord d'Ivouillévic. Et surprenamment, c'est la première traversée du Québec. Et puis, j'en parle de plus en plus, mais il y a quelque chose de surprenant parce que j'avais pas l'ambition d'aller chercher une première nécessairement, sauf que finalement, je me rends compte à quel point ça parle beaucoup de notre rapport au territoire. C'est que, bon, le territoire québécois tel qu'on l'entend aujourd'hui remonte à 1912, donc c'est quand même un territoire qui est récent. Mais quand même, depuis plus de 100 ans, personne n'a jugé pertinent de le faire. Même si, au niveau de l'exploit, là, les Autochtones vivaient de ce que nous, on a appelé une expé Trans-Taiga, là, passé. Eux autres, ils faisaient des Trans-Taiga à longueur d'année. Avec la famille, 4 saisons. Donc, ce n'est pas du tout de dire ce qu'on va faire, c'est un exploit qui n'a jamais été fait. Là, il y a des choses vraiment plus extraordinaires qui ont pu se produire au préalable, mais que dans l'histoire moderne, personne ne se soit dit, pour nous... à l'aide de sport de plein air. Exactement, ou même, en fait, de motoneige. Ouais. À ma connaissance, personne s'est dit, par exemple, je m'en vais à ce point-là, je marche, je prends mon pick-up, je monte à Chisasibi, puis je prends une motoneige. C'est un projet qui serait, honnêtement, si quelqu'un l'entend là, peut se dire, moi, je le fais l'hiver prochain. Encourage pas l'achat de pick-up. Voilà. Et de motoneige. Voilà, c'est ça. Écoute, où on peut te suivre, Samuel, sinon? Mon site personnel, samuelmarcon.com, et la page Facebook, c'est Expédition Transboréale. On a transformé un peu le nom, parce que Trans-Taiga, c'est bien sûr cette route d'Hydro-Québec. Donc, on a voulu un peu ouvrir sur le concept le territoire nordique, donc effectivement le territoire boréal. Et puis, on est très actifs là-dessus. Et puis, on va en parler de plus en plus. Tout ça va converger. Les premiers coups de
pédales vont être en février 2023. Et puis, on va finir quelque part en avril ou peut-être même jusqu'en mai. Écoute, on a hâte de vous suivre et on va le faire sans aucun doute. Merci d'être venu nous partager ta passion pour le plein air, les aventures. Merci, Sylvain Bouchard, pour tes enseignements, toi aussi. Ce n'est qu'un début. Sur le houblon, ce n'est qu'un début. Bien hâte de voir la suite aussi. Merci à nos commanditaires sans qui ce balado serait impossible. Merci également à toi qui est à l'écoute. Merci de partager les balados avec tes amis, ton entourage. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et Collet vous a été fièrement présenté par la brasserie Unibrou, lauréate de près de 400 médailles internationales. Unibrou, c'est le savoir-faire et l'expertise des bières de style belge refermentées pour ceux et celles qui aiment savourer le moment. Et à Telloc Satellite, pour ajouter à votre sécurité en plein air. Telloc, complice de vos aventures.